Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission de Face aux syndicats. Mon invité du jour, c'est Christian Somat. Bonjour Christian. Bonjour. Ravi de vous avoir sur le plateau. Vous êtes délégué général du HCFRN au Comité français pour la résilience nationale, plus communément appelé Résilience France. Alors, avant de développer effectivement le travail de ce haut comité, quel est votre parcours ? Bon, écoutez, moi j'ai un parcours de juriste à la base, avec un DESS de défense et une maîtrise en communication. Alors, ça ne s'appelait pas encore les masters à l'époque. Et puis derrière, 20 ans dans l'industrie de défense et de sécurité, Giat Industrie, CGLEC, et puis ensuite un peu de consulting pour des grands groupes, et puis le haut comité depuis 20 ans que je manage, voilà. D'accord, master en communication, parce qu'il vous semblait important de mieux communiquer dans cet univers ? Parce qu'il était important, je pense que la communication fait partie, le savoir-faire, le faire savoir. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Alors, le Haut Comité français pour la résilience nationale, est-ce qu'on peut faire la carte d'identité du HCFRN, un peu l'ADN et son histoire, parce que ça existe depuis plus de 30 ans ? Oui, absolument. L'histoire débute en 1982, au moment de la guerre, de la crise des euromissiles, et c'est Pierre Billotte et Maurice Schumann qui décident de créer le Haut Comité français pour la défense civile à l'époque, donc avec Étienne Coppel aussi, qui vient de démissionner de l'armée de l'air pour protester contre la politique de défense française et qui veut monter un concept de protection des populations en assise de la dissuasion nucléaire de notre pays. Donc un petit peu défense opérationnelle du territoire, abritement des populations, etc. Et donc le Haut Comité a vécu jusqu'à l'effondrement du mur sur cette doctrine, et puis après l'effondrement du mur sur les grands risques, les grandes menaces, la gestion des crises, et donc depuis 20 ans, nous travaillons ce créneau des grands risques, des grandes menaces. Nous ne sommes pas intéressés trop par la sécurité du quotidien, mais plus vers la sécurité de l'exceptionnel. Voilà, c'est ça notre ADN, si vous voulez. Le slogan. Voilà. Alors, quelles sont exactement les missions aujourd'hui de ce comité, de ce haut comité ? Alors nous travaillons principalement à faire deux choses, mettre les gens en réseau et apporter, si vous voulez, de la connaissance à nos membres. Alors nos membres, nous avons 7 collèges, donc on part des collectivités territoriales, des entreprises, on a même un collège des start-up, des opérateurs on va pas dire d'importance vitale, on va dire d'infrastructures critiques, et des experts, etc. Donc nous avons 7 collèges, et donc ces collèges travaillent ensemble sur des productions, et puis nous avons aussi nos équipes internes qui travaillent sur ces productions. Alors principalement, que faisons-nous ? Des événements. Oui, alors, effectivement, beaucoup d'événements, mais c'est assez varié. Alors, nous avons des événements, effectivement, assez variés, parce que les thèmes des grands risques et des grandes menaces sont assez larges. Ouais. On est en pleine pandémie, mais on a aussi le terrorisme, on a aussi le changement climatique, les accidents technologiques majeurs, on se rappelle récemment de Lubrizol, etc. Donc, tous ces champs de l'exceptionnel, nous les couvrons. Alors, nous les couvrons comment ? En invitant, évidemment, des professionnels de ces domaines-là. Alors, on fait un petit déjeuner au Sénat depuis 20 ans, qui aura lieu demain matin avec le responsable de la sécurité-sûreté de ITER. Malgré la restriction sanitaire. Mais nous respectons complètement les distances et les règles sanitaires du Sénat qui sont encore renforcées aujourd'hui, mais nous les appliquerons. Donc on arrive encore à faire des petites choses. Malheureusement, nos colloques, nous avions l'habitude d'en faire 3 par an, eux sont déplacés. Suspendus pour le moment. Suspendus jusqu'à l'année prochaine parce que les salles parisiennes ne sont pas ouvertes, pour être très, très clair. Voilà, donc on a cette partie événementielle, mais on n'a pas que ça. On a aussi, nous travaillons dans les projets européens. Nous avons réalisé déjà 4 grands projets européens et nous sommes en train de réaliser Respondrone, qui est un projet technologique pour faire voler des drones, une flotte de drones simultanément sur des sites de catastrophes ou des opérations de cette nature. Ça veut dire que ça n'existe pas encore. C'est un développement qui est payé par la Commission européenne dans le cadre de ce qu'on appelle les projets de recherche H2020, vous savez. Et donc nous sommes partie prenante de ce projet. Et voilà, ce sont des montants assez importants et nous avons une petite structure là-dessus, à l'intérieur du Haut Comité, qui travaille des projets européens. Ça fait partie d'un des piliers du HCFRN, c'est préparer l'avenir en participant à des projets de recherche. Oui, tout à fait, parce que nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire sur la résilience à la fois des corps sociaux, des collectivités, des entreprises et des populations. Mmh. Et donc, il faut quand même être un petit peu à la pointe de ces éléments-là. C'est pour ça que les projets de recherche sont importants. Mais on fait aussi des labels.
On a un label qui existe depuis plus de 15 ans qui s'appelle le Pavillon Orange. Alors, c'est un label que nous remettons aux collectivités territoriales, globalement aux communes, lorsqu'elles atteignent un certain score sur un questionnaire très complet de 350 questions, composé de SOC, de capacité, enfin je vous en passe. Et nous avons donc 60 villes françaises labellisées Pavillon Orange, c'est-à-dire qu'elles ont des plans communaux de sauvegarde qui sont à jour et qui sont dignes de ce nom, ce qui n'est pas le cas de toutes les communes en France. Donc voilà, donc ça c'est un travail. Ceci est reconnu... C'est un label qui est reconnu depuis très longtemps, il a plus de 15 ans maintenant quasiment. Donc voilà. Et on est en train de préparer pour la fin de l'année le label Résilience pour les entreprises. Voilà. Donc ça c'est un petit peu sur... Alors non, pas du tout. Il ne sera pas calqué. La méthodologie sera la même, mais les questionnaires et l'approche ne sera pas du tout évidemment identique. Mais voilà. Donc on travaille sur aider les gens à être mieux préparés aux situations d'exception. Donc les labels, c'est un moyen de les aider. La recherche et partager la recherche, c'est un autre moyen. Partager les réseaux et la connaissance à travers les événements, c'est un autre moyen. Et puis nous avons un quatrième département qui quasiment occupe beaucoup de place chez nous, c'est la veille. Nous avons une veille sécuritaire, France et internationale. On publie tous les jours de toute la presse mondiale à peu près une quarantaine d'articles sur tous les domaines touchant aux principaux risques et à la sécurité globale. Et idem sur la France, avec une plateforme en français sur tous ces thèmes qui vont des risques naturels, des risques technologiques, du terrorisme, de la résilience territoriale, de la résilience organisationnelle, voilà, jusqu'à la résilience structurelle, c'est-à-dire l'adaptation au changement climatique, etc. Donc nous avons une revue de presse tout à fait conséquente, avec une plateforme très intéressante auquel ont droit tous nos abonnés. Voilà. Donc ça forme, si vous voulez, un complet entre veille, événementiel, labellisation, recherche. Pour revenir sur les événementiels, petit déjeuner, on en a parlé, visioconférence aussi. Oui, bien sûr, nous avons depuis 10 ans des talks vidéo. On en organise un par mois avec 3 invités et on essaye de discuter avec les gens qui nous... Donc il y a un journaliste animateur. Alors c'est moi le journaliste animateur, oui, donc je fais tous les métiers, mais je ne suis pas journaliste, mais je suis animateur. C'est des sujets que je connais parce que ça fait quand même 20 ans, bien donc sûr, voilà. Donc voilà, et puis j'invite des gens et puis les auditeurs viennent se connecter. Alors c'est gratuit, c'est pas réservé aux membres. Tout le monde peut y accéder à partir du moment où il s'inscrit, parce qu'on veut quand même savoir qui est là. Mais il n'y a pas de problème. Et on a entre 30 et 100 personnes tous les mois, suivant les thèmes, les sujets, la date. Vous savez ce que c'est. Et ça se fait à partir du site internet. Ça se fait à partir du site internet du Haut Comité. D'accord. À propos de colloques, vous aviez dit que c'était bouleversé. On le sait. Pourquoi il devait y en avoir un le 30 novembre, me semble-t-il. Alors là, vous avez trouvé une astuce. Alors, nous avons un colloque qui va se faire, qui est un colloque international, avec Teams, nous sommes les représentants en France de Teams. Teams, c'est un think tank international sur la gestion de crise, qui vient de Norvège, et qui s'est répandu dans les 20 dernières années dans le monde entier. Et nous allons faire un grand colloque pendant 3 jours, avec des interventions du monde entier, à raison de 2h le matin, 2h l'après-midi. Donc le programme sera bientôt connu. Et là, vous êtes en physique ou vous êtes en visio? Là, on sera uniquement en visio. On est d'accord. Le colloque a été transformé grâce aux nouvelles technologies en visio. Et par contre, nous avions prévu un colloque sur le Retex Covid à mi-novembre. Malheureusement, et là en physique, les salles ne sont pas disponibles. Et je pense qu'avec la recrudescence, c'est difficile d'avoir des acteurs en ce moment. On aurait espéré que nous n'ayons pas à faire face à une deuxième vague, mais il semble bien que la deuxième vague soit là quand même. Différente, mais en tout cas problématique pour se réunir. Mais voilà, donc c'est compliqué. Donc on va repousser ça sur le premier trimestre 2021, en mars-avril, mais c'est un rétex important. Il faut savoir que dans l'ADN du Haut Comité, on a toujours fait des retours d'expérience des grandes crises. Donc vous retrouverez dans notre site, puisque nous avons 20 ans d'enregistrement, puisque tout est enregistré en vidéo chez nous. Disponible sur le site. Ah oui. Et donc, sacrée base de données. Sacrée base de données. Donc vous retrouvez Sandy, vous retrouvez Deepwater Horizon, vous retrouvez Katrina, vous retrouvez tous les grands événements mondiaux. On a fait des retours d'expérience et donc voilà. Donc, passionnant, disponible pour tous, aussi bien les professionnels que le grand public qui est intéressé par cet univers. Rentrons un peu plus dans le détail. Vous disiez que vous étiez une association. Quel type d'association êtes-vous? Alors nous sommes une association loi de 1901, reconnue d'intérêt général. Donc nous pouvons dispenser les 60% de réduction fiscale à nos membres du secteur privé. C'est pour ça qu'on a des prix différents pour le secteur privé que le secteur public. Voilà. Nous avons environ
environ une centaine de membres en termes de personnalité morale. Hein, ça représente environ, on va dire, entre 1500 et 2000 personnes qui sont abonnées à nos services. Nous avons des très grands groupes comme Engie, comme Veolia, beaucoup de sociétés du CAC 40 qui viennent chercher chez nous le suivi des grands enjeux de gestion de crise, on va dire, et de risques et de menaces. Et puis des PME. Et nous avons aussi beaucoup de PME qui viennent alors faire valoir leur production, aussi faire du réseau. Faut pas s'en cacher. C'est pas honteux comme on dit. Voilà. Et donc on a une trentaine de PME et puis on a aussi un certain nombre de collectivités, environ une trentaine, et certains services de l'État, notamment. Nous avons depuis toujours été soutenus par le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, que je remercie, notamment ce qu'on appelle la partie PSE, Plan et Sûreté de l'État, et ensuite également tous les hauts fonctionnaires de défense, et je pense notamment à celui du ministère de l'Écologie, du ministère des Finances, de la Santé, etc., où nous avons des bons rapports en règle générale, y compris le ministère de l'Intérieur, avec la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion de crise, avec lequel nous entretenons toujours des bons rapports. Donc via tous ces membres, vous couvrez quoi, une dizaine de milliers de personnes chaque jour, des informations? Oh non, je suis pas... voilà. Alors oui, si vous prenez tous les gens qui sont abonnés au fil Twitter, à LinkedIn, etc., qui ne sont pas forcément membres, et là on arrive effectivement dans les 10 000 personnes. Lorsque l'on est vraiment sur notre réseau à nous, on est dans les 1500 personnes à peu près. Voilà. Et alors justement, ces personnes, que ce soit du public ou du privé, quel profil de membres? C'est des gens qui s'intéressent à la préparation aux situations d'exception, donc soit qui sont responsables, directeurs de sûreté et sécurité, parce qu'il n'y a pas que le quotidien. On peut se retrouver un jour face à une attaque chimique dans un établissement recevant du chimique, on peut se retrouver, etc. Donc des phénomènes tout à fait inconnus. Donc comment se préparer à ça, comment y réfléchir, le connaître, etc. Donc il y a tout ce travail-là. Donc nous avons les directeurs sécurité sûreté, nous avons aussi des chercheurs, nous avons aussi je dirais des fonctionnaires qui s'intéressent à ces questions-là, et pour lesquels les formations sur ces thèmes de l'exception ne sont pas si importante que ça. Il n'y en a pas pléthore, et l'information continue n'est pas non plus forcément extrêmement diffusée. Or, il se passe toujours beaucoup de choses. L'État sort beaucoup de textes quand même, met à jour ses plans, etc. Donc il y a toujours une actualité quand même importante dans ce secteur d'activité. D'accord. Comment se passe l'adhésion? Est-ce qu'elle est assez simple ou est-ce qu'il faut être parrainé? Non, elle est simple. On se réserve toujours un droit de regard. Nous avons un bureau, donc avec un président, voilà, avec un président qui a changé récemment, qui est maintenant Jean-Marie Le Guen. D'accord. Et nous avons un bureau avec un secrétaire général, un vice-président, et puis voilà. Pour valider, bien sûr. Et combien coûte l'adhésion? Alors, ça varie. Ça va de 300 euros, 350 euros pour un expert individuel, à 10 000 euros pour une entreprise du CAC 40. D'accord. Voilà. Donc tout ça est très, très variable. À part que pour une adhésion de 10 000 euros, il y a 30. C'est l'équivalent de 30 personnes physiques qui peuvent accéder à l'ensemble de nos services. D'accord. Et alors vous, comment vous fonctionnez en termes de budget? Il se monte à combien ce budget annuel? C'est un budget de l'ordre de 600 000 euros par an. D'accord. Un peu plus ou moins 650, voilà, dans ces eaux-là. Voilà. Alors le budget. Et qui est réparti comment? La subvention est assez modeste, on peut dire, par rapport au budget, puisque en règle générale, on a entre 30 et 50 000 euros de subvention par an du secteur public, des ministères. Le reste, écoutez, le reste, ça vient des membres, en grande partie. C'est même les cotisations des membres qui font le cœur du fonctionnement, je dirais, c'est bien normal. Et puis le reste, c'est nos activités de recherche européennes. Il n'y a pas 36 000 non plus sources de revenus. Donc voilà. Donc, ça se répartit. Nous avons à peu près 7 personnes permanentes au sein du Haut Comité. Enfin, 5 permanentes et 2 stagiaires. Puisque pour la veille, nous travaillons un peu avec des stagiaires, mais on a aussi un directeur permanent qui les supervise, voilà. Et on a 2 installations récentes. Nous avons déménagé une partie de nos locaux à Nîmes. C'est-à-dire que nous sommes à Nîmes pour tout ce qui est justement veille, labellisation et projets européens, et nous sommes à Paris pour tout ce qui est l'événementiel. Nous avons pris des nouveaux bureaux. Donc rue du Faubourg Saint-Honoré, pas très loin d'ici, et puis à Nîmes, nous sommes mis à Nîmes
pour une bonne et simple raison, c'est que dans 2 ans, il va y avoir un projet de pépinière sur la base de sécurité civile de Lingaron. C'est que le président de la République et le ministère de l'Intérieur veulent faire de cette base la base européenne de sécurité civile. Il y a un grand enjeu européen derrière la flotte canadaire, mais voilà, et le rapatriement d'unités de sécurité civile. Enfin, il y a un grand projet qui se monte derrière tout ça. Et donc, il y aura une pépinière d'entreprises, notamment sur les aspects de recherche en matière de sécurité civile. Et ça nous intéressait, donc on a pris un peu les devants. On est allé déjà à Nîmes à l'occasion de notre départ de la rue Faber. Et alors, est-ce que vous avez des partenariats qui ont été développés ou qui vont se développer, que ce soit avec des industriels Alors, on a des partenariats qui existent bien évidemment dans le cadre des projets européens. Ouais. Là, nous avons déposé pour H2020 en leader un projet européen, en partenaire 2 autres projets européens. Donc, nous verrons en janvier ce que la moisson nous donnera. Mais on a des beaux partenariats, effectivement, que ce soit avec Fraunhofer, l'Institut Polytechnique de Milan, la Catalogne, avec Ipsos, voilà, donc pour un des projets, mais on a beaucoup de projets européens, et on est toujours là avec je dirais, les industriels français pour les soutenir lorsqu'ils ont besoin de end-users, ou dans les projets européens également, lorsqu'ils ont besoin de think tank, donc on est là pour les aider. On a aussi d'autres partenariats, mais je ne veux pas trop en parler encore, mais on est en train de faire des partenariats très intéressants avec d'autres instituts français également sur les thèmes. Il faut dire que le Covid change un peu la donne de la gestion de crise en France. Je pense qu'un certain nombre de gens qui pensaient que l'exception ne pouvait jamais arriver, elle arrive malheureusement, et il faut prendre en compte la manière de gérer ce type d'événement, à la fois sur le court terme, ce qu'on appelle la résilience organisationnelle, et puis le long terme, ce qu'on appelle la résilience structurelle, c'est-à-dire l'adaptation de nos dispositifs et de nos modes de production et de fonctionnement à un environnement qui peut être effectivement instable et incertain. Vous êtes écouté par les ministères concernés, par l'État Écoutez, nous venons de faire un rapport sur le Covid de 170 pages qu'on peut télécharger sur notre site, qui est un rapport très factuel, et pour lequel nous avons été, je dirais officieusement, parce qu'on n'a pas encore de lettres, mais officieusement félicités, parce que c'est un travail qui n'avait pas été fait, qui est un vrai travail de greffier, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que nous avons pris du 1er février au 11 mai, phase 1 donc du déconfinement, tous les événements qui se sont passés en France et dans le monde, et ça permet donc d'avoir des frises, d'avoir des informations et de pouvoir reconstruire des retours d'expérience à l'intérieur des organisations, que ce soit entreprises ou collectivités ou États, à partir de documents, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, à quelle époque on était, comment ça s'est passé. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas tenir une main courante dans une crise. On oublie, on refait le match. C'est la nature humaine, vous ne pouvez rien y faire, il y a tous les biais cognitifs qui y passent, et donc il est important d'avoir un juge de paix qui dit non, c'était comme ça. Et on est en train de préparer un 2e rapport qui va partir du 12 mai jusqu'au 31 décembre, qui paraîtra au début d'année prochaine, autour de mars, parce qu'il faut faire les choses sérieusement, et qui permettra d'avoir cette vision sur la 2e partie de la crise Covid. Et j'espère qu'il n'y en aura pas une 3e. Voilà. Donc on est clairement sur cela, et je pense que c'est important que les gens puissent avoir face sur ETEX, c'est très très important, parce qu'on ne s'améliore qu'en constatant ce qui a été fait et en constatant les problématiques. L'important n'est pas de savoir d'où l'on part, mais c'est de savoir où on va. Justement, savoir où l'on va, c'est ma dernière question, Christian Sommade. Quelles sont pour vous les évolutions à court et moyen terme en termes de ce secteur de la gestion de crise ? Alors, c'est probablement un petit peu plus d'outils numériques. Oui. On travaille là-dessus. Le développement de l'IA. Il y a effectivement le développement de l'IA, mais on a fait un voyage d'études aux États-Unis. J'ai oublié de le dire, on fait un voyage d'études par an l'année dernière sur ce thème en Californie, IA et gestion de risques et de crise. Cette année, il faudra rester en France. Non, mais c'est intéressant de voir ce que font les autres. Il faut faire du benchmark. Là, non, on va essayer cette année d'en faire un au Canada. Et donc, qu'est-ce qui en est ressorti Alors, ce qui est sorti, c'est que c'est encore très tôt. Parce qu'en fait, il faut avoir des bases de données extrêmement puissantes qu'on n'a pas forcément sur tous les domaines, que c'est très interdépendant, toutes ces questions-là, donc que c'est complexe à mettre en équation, si vous voulez, même en algorithmie. Ouais. Donc c'est pas encore pour tout de suite, pour être franc. Mais par contre, on manque d'outils numériques pour collecter l'information et l'analyser en temps le plus réel possible. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Et puis il y a un travail de formation gigantesque des personnels qui sont relativement
peu habitués à réfléchir sur ces modes de gestion de crise. Donc ça, c'est l'évolution à court terme. Ça, c'est l'évolution plus à court terme, c'est la formation des cadres, des entreprises, des collectivités qui ont beaucoup de mal à sortir de leur cadre habituel. D'accord. Et il y a justement des bonnes formations disponibles actuellement. Il y en a. Je ne veux pas revenir sur toute la place de Paris, mais il y en a quelques-unes. D'accord, oui, il y en a quelques-unes. Mais je pense que c'est un point qu'il faut vraiment améliorer. Merci beaucoup, Christian Samal. Merci.